avant qu'on enchaîne sur les catégories. Est-ce que t'as des qualités de passeur, si on devait un peu faire la liste, si on devait un peu lister, si on devait un peu, nous qui faisons un peu des scouting reports, ce genre de choses, quelle qualité tu ferais un peu ressortir quand tu regardes un passeur, quand tu évalues un passeur? Là, moi, il y a deux trucs qui me viennent en tête qui me choquent. Enfin, qui me choquent pas, mais qui me font dire, ah ouais, là, il y a un talent de passing. C'est la vitesse. Et alors, il y a la vitesse de plusieurs choses. Il y a la vitesse d'exécution. Donc, Ouais. à quel point, en fait, c'est parfois ça se retrouve beaucoup chez des connecteurs aussi. Être capable de recevoir et faire repartir une passe sur un seul geste. Tu sais, t'as un peu sur les tirs, t'as un peu ces joueurs-là qui font du no dip, donc qui replient pas le coude au moment où ils réceptionnent la balle et qui sont capables de retirer direct. Et bah, t'as ces passeurs qui réceptionnent la balle et un peu font sur du short roll, par exemple, la passe dans le même mouvement un petit peu. Donc ça, t'as cette exécution-là, l'exécution, un peu la rapidité du geste, en fait, pour envoyer la balle. T'as aussi la rapidité avec laquelle la balle arrive à partir, ce qui est hyper important parce que du coup, Ouais. en fait, la balle, faut comprendre que sur une passe, la balle, elle va dans une seule direction. Donc, en fait, il faut qu'elle aille du point A au point B, souvent le plus vite possible, parce une balle ne fait pas de virage. Au pire des cas, elle monte un peu en l'air, elle redescend, mais sur du basket, on est quand même rarement trop dans ces cas-là. À part sur des lobes ou des passes un peu des skip passes, mais souvent c'est une ligne droite, entre guillemets, d'un point A à un Oui. point B. Elle peut faire du nord-sud quand tu fais une passe en cloche, mais elle fait pas du est-ouest. Oui. Hein. On n'est Voilà, pas sur c'est ça. sur des Topi Beyblade, ouais. Exactement. On fait pas des intérieurs du pied pour mettre un peu d'effet. Et du coup, t'as ce truc-là il faut que la balle aille vite, et en tout cas, qu'elle ait la notion de vitesse du bon timing. Parce que du coup aussi, ça dépasse en transition, où il faut que la balle arrive pas trop tôt non plus, pour que le joueur qui est censé la réceptionner arrive à l'endroit. Donc en fait, les joueurs, ils sont en mouvement, ils font des virages un peu comme ils veulent, et il y a un mouvement un peu plus libre des joueurs, alors qu'en fait, les ballons sur des passes sont vraiment c'est des droites, en fait, c'est des lignes droites. Donc faut bien avoir ça en tête. Pourquoi c'est aussi important, la gestion de la vitesse? Donc c'est pas être seulement capable de l'envoyer vite, mais c'est de l'envoyer à la bonne vitesse. Et la troisième notion de la vitesse pour moi qui est hyper importante, du coup, c'est le temps de réaction et la vision de jeu, à quel point tu es capable de reconnaître rapidement un espace, Ouais. une opportunité. Donc pour moi, la vitesse, elle a trois dimensions dans la passe, mais c'est pour moi les choses en tout cas, c'est le premier truc que peut-être que je regarde, ou en tout cas qui m'est venu en tête là. Bah, c'est vrai qu'il y a un peu, déjà, pour partir du très bas, il y a le très basique, c'est la vision en fait. Hein. Parce qu'il y a des joueurs, ça peut paraître étonnant, mais il y a des joueurs qui ne voient pas. Il y a des joueurs qui ont vraiment une vision tunnel. Quand ils ont la balle, ils voient pas tout ce qu'il y a autour, ils n'ont pas de vision périphérique. Le champ est bouché. Voilà, il y a des joueurs qui ont ça. Donc, effectivement, il y a la vision de jeu, mais comme tu dis, il y a aussi cette nuance de à quel point tu as une vision peut-être rapide. Peut-être si on peut le formuler comme ça, je ne sais pas. Et moi, c'est aussi un élément avec lequel j'essaie d'observer et d'analyser la vision de jeu. C'est aussi combien de temps le joueur ouvert reste ouvert avant de recevoir la passe. Et pour moi, c'est un peu un point clé et une manière clé de voir si le passeur est un bon passeur et a une bonne vision. C'est que si le joueur à qui il fait la passe, en fait, il va être ouvert pendant 1 seconde ou 2 secondes avant que le passeur déclenche sa passe, c'est pas pareil que si le joueur reste ouvert à peine 1 demi-seconde, voire même pas du tout, et que le passeur a carrément vu et même anticipé. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un peu cette notion de la vision de jeu, certes, mais il n'y a pas tout le monde qui a effectivement cette même rapidité de voir le jeu et surtout d'y réagir. Et c'est là-dessus qu'on parle aussi finalement de cette vitesse de processeur, pour moi, du cerveau, en fait, et de la réactivité qui est clé, quoi. Parce que il y a pas mal de gens où, certes, il y a des belles passes, par exemple, pour la passe vers le corner opposé, ok. Ou alors la passe vers même le corner côté faible, ou côté fort, pardon, ou des trucs comme ça. Ou même des pick and roll, tu vois, un pick and roll, n'importe quelle situation. Il y a des fois où, par exemple, l'intérieur sur pick and roll, il va recevoir la passe, certes, mais sauf qu'il va parfois être ouvert pendant 1 seconde, 1 seconde et demie, 2 secondes avant que la passe se déclenche. C'est pas pareil que quelqu'un qui même anticipe le fait que le décalage va être là. Donc on est sur des niveaux de vision de jeu finalement qui est très différent, quoi. Le mec qui fait la passe dans le corner opposé, mais toi t'es devant ton écran et tu vois que le joueur dans le corner est ouvert pendant 2 secondes avant que la passe arrive.
c'est pas pareil que le joueur qui, comme tu dis, déclenche très rapidement et qui en fait tu dis ah oui, il était ouvert, je l'ai même pas vu, j'ai même pas eu le temps de le voir quoi. Ouais, clairement. Bah c'est ce qui fait que tu crées des vrais décalages ou en tout cas tu les optimises parce que du coup tout est une question aussi de rapidité, surtout dans une NBA où même si comme tu l'as dit, on défend toujours en individuel, on tag de plus en plus des joueurs ou alors on défend dans la zone d'un joueur mais on défend plus vraiment dans le slip d'un joueur. Donc t'as aussi ce truc là de c'est parce que les joueurs se déplacent plus rapidement et couvrent des plus grandes zones en fait. Et le ballon, quand il traverse l'espace, il prend du temps à traverser l'espace. C'est pas un instantané. Du coup, plus tu prends du temps, en fait, plus tu mets du temps à reconnaître un décalage et à reconnaître un joueur ouvert, plus tu prends du retard sur le décalage qui a déjà été créé. Ouais. Et du coup, tu mets un peu en péril, tu mets un peu en péril l'action à prendre du retard. Et en plus, tu fais que la passe que tu vas faire qui part en retard est une passe risquée. Et il y a peut-être un truc dont on n'a pas encore parlé dans la théorie de la passe, c'est que peut-être pas une passe sur deux, mais peut-être un peu. Je crois que j'ai plus les stats en tête. Je sais qu'on avait regardé l'année dernière, mais une majorité des turnovers, en tout cas une majorité des pertes de balles, viennent de la passe. Et du coup, t'as aussi ces choses-là de une mauvaise passe et un mauvais passeur, entre guillemets, ça peut être à haut risque pour un collectif et pour les résultats collectifs d'une équipe. Et t'as un peu ce côté-là de la passe de high risk, high reward, où Ouais. plus la passe est risquée, plus tu vas pouvoir avoir beaucoup de récompenses là-dessus parce que c'est souvent pour arriver à des endroits avec à des tirs très ouverts. Une passe risquée, normalement, tu l'as fait si derrière t'as un tir au cercle ou un tir dans un corner. Mais sinon, tu fais pas une passe risquée parce que du coup, ça vaut pas le coup. Mais une passe risquée peut aussi se transformer en une perte de balles. Et comme tu l'as expliqué, par exemple, dans l'épisode sur la défense des Warriors, les transitions sont les possessions les plus efficaces, là où tu crées le plus de différentiel en tout cas. Et du coup, c'est là aussi où la passe devient quelque chose de risqué et devient quelque chose où tu dois être bon, entre guillemets, parce que sinon ça peut vraiment se retourner contre toi. C'est vrai que là, pour le coup, c'est encore un domaine, je trouve, où les stats dans le domaine public sont pas parfaites. Et que tu vois, pour le scoring, on parle souvent d'efficacité au scoring. On arrive assez bien à le mesurer et à capturer un peu l'esprit qu'il y a là-dedans. Pour le passing, on n'arrive pas encore à calculer l'efficacité de passeur, tu vois. Parce que on parle souvent de assist par turnover, le ratio assist par turnover. Bon, moi je suis pas hyper fan parce que comme dit, tous les turnovers sont pas forcément sur des mauvaises passes. Et puis surtout, finalement, c'est aussi très lié plus au style de jeu que à la prise de décision, quoi. Tu vois, on va en parler, mais il y a des passeurs qui sont très académiques et qui prennent peu de risques. Eux, ils vont avoir un ratio très élevé, mais il y a aussi une perte parce que quelqu'un qui est peut-être trop académique, ça veut dire qu'il va pas aller chercher les passes clés. Il va pas te chercher des passes qui peuvent créer des actions. Donc tu as aussi une perte de valeur de ce côté-là, un manque à gagner. Mais si tu regardes, juste si tu regardes le assist turnover ratio, tu te dis ah ouais, il est très élevé, c'est cool, il fait pas de il fait pas de turnover. Oui, mais en même temps, et de l'autre côté, il y a aussi un manque à gagner sur finalement des passes risquées que tu vas pas essayer de faire ou ce genre de choses. Donc l'efficacité de turnover en effet est pas encore idéalement mesurée, mais je retiens tout de même dans les qualités puisqu'on est en train de lister les qualités. La lucidité, tu veux dire, et le côté ça marche versus le risque qui est manqué, quoi. Ouais, c'est ça. Et un peu, en fait, les joueurs, on va pas donner de nom, mais les joueurs qui sont à, tu sais, des très hauts taux de assist, le ratio assist turnover, c'est un peu comme des rim runners qui sont à genre 100, je sais pas, 130 de true shooting plus. C'est genre les mecs sont super efficaces, mais en même temps ils ont juste à mettre le ballon dans le panier. Bah là c'est un peu le truc de genre oui, ils ont juste à mettre un ballon dans les mains des autres et parce que la structure fait en sorte que il y a pas beaucoup de risques. Donc là-dessus clairement il y a un peu une zone d'ombre. Mais avec Basketball Référence, on peut s'amuser à calculer le ratio de points créés par balle perdue sur une passe. T'as la notion de bad pass sur Basketball Référence et t'as aussi la notion de points créés par assist. Et je m'étais déjà amusé à faire ça souvent l'été quand une fois que la saison est terminée.
Et c'est intéressant parce que c'est pas les mêmes noms de joueurs qui ressortent de l'assist, le ratio assist paire de balles, parce que du coup, oui, il y a un peu de différence ajoutée là-dedans. Donc lucidité, vision de jeu, on l'a déjà développé. La vitesse du processeur, donc la vitesse du cerveau pour... D'ailleurs, pas que pour des passes un peu magiques, hein, pas que pour la passe, tu vois, corner opposé, spectaculaire, etc. Pour moi, dans la vitesse de processeur aussi, et Jokic le fait beaucoup, c'est juste même sur des passes simples, en fait. Juste quelqu'un lui donne la balle et fait une coupe derrière, tu sais, il donne la balle à Jokic et puis ensuite il coupe dans le dos du défenseur. Bah, juste la réaction vite de je donne la balle, et ça a l'air de rien, ça a l'air juste d'être une passe simple, mais c'est hyper important, cette vitesse comme tu dis, du processeur, de prendre la bonne décision, mais de la prendre vite, surtout. Et vitesse d'exécution aussi, j'aime beaucoup ce que tu as dit, et je pense qu'il y a aussi, alors on va pas développer aujourd'hui, mais peut-être même pas en podcast, parce que ça se prête pas à ça, mais il y a aussi une notion de biomécanique de certains joueurs, de comment est-ce que tu arrives à faire partir le ballon. On va pas parler par exemple, Luka Doncic qui a un poignet qui devrait être étudié par la science, mais je pense aussi à des Haliburton ou des Trae Young qui ont cette capacité à justement la passe, par exemple, la passe dans le corner opposé qui doit traverser tout le terrain. Bah, eux, ils sont capables de la faire partir avec un angle finalement très plat. Et donc, comme tu dis, il y a une trajectoire et un ballon qui va très vite dans le corner opposé, là où d'autres peut-être n'ont pas cette capacité et donc sont obligés de faire un peu plus une passe en cloche, et donc ça met un peu plus de temps, etc. Donc, mais il y a aussi cette... mince, j'ai le mot anglais, pardon, le delivery, pas la livraison, mais la manière de faire le truc, quoi, la manière de faire la passe qui est important, à la fois dans la vitesse, mais aussi dans la variété d'ailleurs, et c'est un de mes points que j'avais aussi dans les qualités de passeur, la créativité et le volume en fait. À quel point est-ce que tu es capable d'avoir une palette étendue peut-être. Mais pour moi, la palette c'est un peu ça aussi. La notion de créativité, c'est il y a des gens sur une palette, ils vont avoir un répertoire assez réduit, relativement réduit, et puis il y en a d'autres qui peuvent littéralement, dans tous les sens, n'importe quelle position, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, n'importe quoi, un défenseur sur lui ou pas sur lui. T'as des gens qui ont cette créativité de faire sortir la balle et de passer la balle dans plein d'angles différents. Donc pour moi, c'est aussi un élément, une des qualités aussi, c'est la créativité et le volume, à quel point t'as un grand volume ou alors un volume un peu réduit, quoi. Ouais, et je pense que dans les angles et tout ce que tu disais sur la biomécanique, il y a aussi un aspect peut-être un peu plus basique qui est la taille, en fait, du passeur. Tout à fait. Qu'on n'a pas mentionné, mais plus t'es grand, plus, encore une fois, hein, c'est sur le truc très basique de le ballon, il passe pas à travers les autres joueurs. Donc plus tu tires plus ta passe par de haut, plus t'as de chances d'atteindre, entre guillemets, tes cibles un peu partout dans le terrain, parce que tu fais les passes de plus haut. En tout cas, c'est un peu pour ça que des archers à l'époque, même dans Game of Thrones, je sais pas où je vais là, mais en gros les archers ils sont souvent dans des tours parce que c'est plus facile de tirer par au-dessus. Et la taille pour une passe, ça va un petit peu avoir la même utilité d'être grand, et surtout quand on parle des skills pass, c'est ce qui va parfois manquer à certains joueurs, et on l'a vu par exemple chez je crois que c'était Booker l'année dernière sur la défense sur les blitz et les edge de Denver, qui venaient du coup sur les pick and roll, au lieu d'avoir du drop de Jokic, venait plutôt mettre la pression sur le porteur de balle qui était Booker, pour un peu le coincer là-dedans. Et si t'as pas la taille ou la compétence technique pour réaliser ces passes compliquées par-dessus la défense, du coup tu t'y arrives pas et t'es bloqué et tu crées des paires de balles. Du coup, il y a ce truc-là de la taille peut aussi être en tout cas, l'avantage physique peut te permettre un petit peu de combler une perte technique ou un désavantage technique que tu peux avoir au niveau de la passe. Pour moi, c'est une qualité, mais ce n'est pas exactement la même que celle du volume et de la créativité. Si tu prends par exemple à taille égale, quelqu'un comme Trae Young, pour moi, a des angles de passe beaucoup plus variés que d'autres de sa taille, par exemple. Ouais. Et de l'autre côté, tu as des joueurs qui, je sais pas, mais LeBron James et Luka Doncic, pour moi, Luka Doncic, à peu près la même taille, a une créativité d'angles différents dans lequel il peut passer la balle qui est supérieure à celle de LeBron. Alors, LeBron a aussi d'autres qualités qu'on va détailler. Mais voilà, pour moi, effectivement, j'avais noté, hein, la taille, c'est un peu primordial. Alors, il y a quelques exceptions qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais il y a aussi pas mal de profils qui sont un peu limités par ce manque de taille, quoi. Notamment des meneurs. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu un essor dans la dernière décennie de pas mal de playmakers de plus grande taille, finalement.
parce que tu as plus de solutions t'as plus d'opportunités en fait. Quand tu vois le jeu et que tu peux passer par-dessus, bah ouais, t'as des opportunités que t'as pas quand tu es un petit meneur de 6 pieds de haut à peine. Donc ça, c'est évident. Et puis, bon, le côté, justement, le côté LeBron, le côté à quel point tu es capable de comprendre le jeu, évidemment. Bon, ça, c'est un peu, c'est une évidence, donc on peut pas besoin de trop le détailler. Mais après, il y en a un autre pour moi, qui est l'adaptabilité. C'est-à-dire pas seulement de comprendre le jeu, mais dans le mouvement et dans le feu de l'action, à quel point est-ce que tu es capable non seulement de lire, mais aussi de t'adapter et de changer de décision, ou alors changer l'angle de passe, ou de savoir t'adapter à n'importe quel type de défense qui peut arriver sur toi, dans le moment, dans le feu de l'action, encore une fois. Et pour moi, là, ça aussi, c'est une question qui est assez primordiale, parce que d'un côté, de l'autre extrême, on a aussi pas mal de joueurs, mine de rien, qui parfois d'ailleurs font plutôt des bonnes passes, qui ont été de bons playmakers, qui sont de bons playmakers, mais qui ont aussi surtout un peu des patterns, en fait, des patterns neurologiques, j'allais dire, non, pattern un peu mental, un peu de lecture, alors je sais que je pars par là, je sais que là il y a tel aide, donc je peux ensuite faire ça, quoi. Je sais que si je fais mon driving kick, j'aime bien partir de côté droit et ensuite m'élever un peu et donner côté gauche. Voilà, il y a des joueurs un peu à pattern, comme ça, qui, quand ça change un peu, ils sont perdus. Et après, t'en as qui ont cette adaptabilité, et eux, n'importe quoi, n'importe quel type de défense tu peux leur mettre sous le nez, de manière improvisée, ils peuvent changer, ils peuvent s'adapter, ils peuvent justement ne pas s'en tenir à un pattern, à un schéma, pardon, pour dire le mot en français. Donc voilà, pour moi, l'adaptabilité, c'est aussi un élément clé pour notamment les passeurs d'élite, évidemment. Ouais, clairement. Moi, ça me fait penser à un truc que j'ai failli dire tout à l'heure, mais je savais pas comment l'exprimer, et je pense que tu l'as bien amené. C'était aussi la question de gestion de tempo et du coup de patience, qui va peut-être un peu à l'opposé de ce qu'on disait tout à l'heure avec la rapidité d'exécution, mais parfois il faut pas confondre vitesse du coup et précipitation. Et je pense à un joueur par exemple comme Steve Nash, qui était capable de venir patiemment un petit peu passer sous le panneau et créer un petit peu cette incompréhension dans la défense, parce que du coup c'était pas des schémas préconstruits. Lui était capable de venir en fait dans cet endroit-là très contracté en fait autour de lui, et par sa patience et sa gestion du tempo et du dribble, du coup, il était capable d'attendre de voir une opportunité et d'attendre la bonne opportunité de passe pour la donner. Et il y a ce truc-là parfois la première passe ou parfois la première opportunité d'un système ou d'un schéma va pas toujours être la bonne, et un bon passeur va aussi savoir reconnaître à quel moment, dans quel tempo faire la passe qui est la bonne passe, parce que du coup le but c'est aussi de garder en tête que t'as que 24 secondes sur une séquence, tu passes souvent le terrain qu'au bout de 6 secondes, donc en fait le temps est déjà réduit et chaque passe compte dans une action sur demi-terrain encore plus. Ouais. Oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que, comme dit, si on prend le schéma depuis le début, c'est il faut d'abord être dangereux au scoring, ensuite ça crée un décalage dans la défense que tu es capable de punir par ta passe. C'est un peu ça le schéma en étape. Mais comme tu dis, il y en a qui, pour créer ce décalage, sont un peu obligés d'aller à fond la caisse, ou jouent surtout sur l'explosivité pure ou de la vitesse, et qui parfois sont, du coup, créent le décalage souvent, parfois de qualité, et parfois ils arrivent aussi, ils ont créé ce décalage, mais ils arrivent un peu en hors de contrôle, quoi. Ça peut arriver, alors que, au contraire, j'aime bien aussi ce que tu dis sur ce côté patience qui fait que le but ultime, c'est de savoir créer le décalage, d'avoir cette menace, mais tout en étant à un rythme contrôlé, en fait. Et c'est là-dessus où c'est pas pour rien qu'on dit, tu sais la fameuse phrase, le jeu ralentit pour lui. Les joueurs aiment bien en parler, les coachs aiment bien en parler. Je pense que c'est pas pour rien, c'est parce que il y a cette notion de danger qu'il faut avoir, et donc pour ça il faut soit être un bon shooter, soit être un bon driver, donc être un peu dans le dynamisme en fait, c'est évident. Mais par contre il faut être dans le dynamisme, mais aussi contrôlé. En tout cas les meilleurs passeurs, c'est ceux qui peuvent faire un peu les deux, jongler un peu dans les deux, et ce côté patient c'est évidemment assez primordial, mais c'est aussi une conséquence de comprendre le jeu, parce que tu vois quand LeBron fait un pick and roll dans un sens particulier en sachant qu'il va y avoir l'aide côté faible qui va venir, il sait pourquoi est-ce qu'il attend une seconde et demie, 2 secondes exprès de plus, c'est pour que l'aide vienne et que le shooter soit vraiment ouvert côté faible. Bon, il y a de la patience, mais il y a aussi derrière une notion de compréhension du jeu aussi qui est à la base de ça, quoi. Donc effectivement, comme on dit, tout est lié. Je regarde ma liste, je crois qu'on a cité pas mal des qualités, mine de rien, qualités requises pour être un bon passeur. Mais oui, alors c'est pas une qualité, mais je trouve qu'il y a aussi un élément important, plus généralement, c'est à quel point
tu es capable de créer des tirs pour les coéquipiers qui sont des tirs à haute rentabilité ou alors plutôt moyens. Et notamment, je pense que les tout meilleurs de NBA, c'est ceux qui arrivent à créer des tirs au panier ou des lay-ups tout faits, en fait. Ouais, clairement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, les passes à haut risque mais à haute récompense, c'est souvent celles aussi qui sont directement sous le panier ou directement dans les corners, parce que si tu veux vraiment pouvoir offrir les meilleures opportunités possibles. En fait, souvent, les bons passeurs sont aussi les derniers passeurs, et c'est pour la raison parce qu'ils mettent les coéquipiers dans la meilleure situation possible. Et ça, je pense que ça vient avec une autre qualité que je saurais pas vraiment nommer. J'ai envie de dire l'expérience, mais je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Mais ce serait peut-être la répétition. Et en fait, c'est les bons passeurs sont rarement, en tout cas les meilleurs passeurs sont rarement des rookies. Parce que en fait il y a besoin d'une certaine répétition, en fait la répétition des schémas face à toi, la répétition de la compréhension de l'attaque, des défenses, de ton corps aussi. Envoyer un ballon, en fait la passe c'est une des choses les plus dures à maîtriser, je trouve, en tant que basketteur, parce que le ballon c'est pas comme le shoot où t'as une mémoire musculaire qui est un peu facile comme le lancer franc, parce qu'un lancer franc est toujours exactement pareil, un jump shot ça va exactement pareil. La biomécanique de la passe est peut-être encore plus variée, parce que tes épaules, ton angle, enfin tout est voué à être dans une position différente selon la passe, d'où tu es, où tu vas l'envoyer et quelles conditions tu es, à quelle vitesse tu es en train de te déplacer, parce qu'il faut être capable d'envoyer le ballon quand tu es en mouvement aussi. Donc la répétition, je pense que, je sais pas si c'est la répétition et l'expérience, mais c'est une des qualités, ou en tout cas une des choses qui va venir petit à petit s'agrémenter au fur et à mesure de la carrière d'un joueur, quoi. Oui, je suis totalement d'accord, et c'est là-dessus d'ailleurs où faut pas confondre, après c'est de ma faute, je dis des termes, mais les mots ont un sens, mais tu vois, par exemple, quand on parle d'improvisation, c'est pas improviser à partir de rien, de nulle part. Et c'est là-dessus où ton point sur la répétition et sur connaître les schémas et connaître qu'est-ce que tu as en face est important. Tu sais que parfois il y a aussi un débat qui revient régulièrement de Tim Duncan contre Jokic. Ouais, mais Tim Duncan, finalement, c'est les fondamentaux. Là où Jokic est plus créativité, justement, créativité, improvisation. Et en fait, moi, je répète toujours, mais en fait, Jokic, il a des fondamentaux absolument fantastiques, et c'est justement parce qu'il a des fondamentaux fantastiques, c'est justement parce qu'il connaît parfaitement le cadre précis qu'il sait en sortir, en fait. Ouais. Et donc c'est là-dessus, je pense que pour la créativité, tu vois, le footwork ou la création au poste bas ou certains moves, c'est pas je m'invente à faire n'importe quoi, parce que on connaît certains joueurs NBA qui parfois font n'importe quoi et ça se voit, en fait. C'est pas ça la créativité, c'est pas essayer d'inventer un move parce que t'es en train de tomber. Non, la vraie créativité prend source, pour moi, dans la maîtrise impeccable des fondamentaux, justement, et c'est quand tu connais le cadre parfaitement que tu sais en sortir. Et du coup, pour revenir à ton point de la répétition, c'est ça. Quand on parle de passing et d'improvisation, c'est pas tu vois, quand Jokic fait des passes un peu n'importe comment, quand Doncic fait des passes un peu n'importe comment, et que ça a l'air improvisé ou que ça a l'air sorti de nulle part. Donc la fameuse adaptabilité dont je parlais, cette créativité, en fait, c'est de la créativité qui est basée sur une connaissance parfaite de ce qui se passe sur le terrain. Quand Jokic fait une passe par-dessus la tête pour un joueur qui est tout seul au panier, tu te dis mais il a inventé ça, il a fait n'importe quoi, on sait pas, il y a un truc non, en fait c'est parce qu'il a quelqu'un sur lui et il sait que s'il y a tel défenseur qui vient sur lui de par cet angle, ça veut dire que l'attaquant le défenseur a abandonné tel attaquant, et donc là à tel endroit du terrain, celui-ci est ouvert, ou alors de l'autre côté, ou alors tu vois exactement, donc d'autres trucs comme ça, mais il sort du cadre. Les passeurs improvisent, mais c'est pas improviser, j'invente totalement, c'est je sais ce qui se passe sur le terrain et je le sais parfaitement, et donc quand je vois un petit détail, un petit indicateur de ah tiens, lui il est hors de position, je sais que c'est parce que du coup il a abandonné un tel ou un tel, quoi. Ouais, clairement. En fait, improviser, ça s'improvise pas. Et c'est pour ça qu'il y a des cours d'improvisation pour des gens qui font du théâtre et qui sont acteurs, ou même qui font juste de l'impro. Ils s'entraînent à improviser parce que c'est pas quelque chose qui est inné. Et tu t'entraînes ton corps à faire des choses comme ça aussi. Par exemple, la proprioception,
c'est un petit peu apprendre à ton corps à improviser. C'est-à-dire apprendre à ton corps à être dans des angles où il a pas l'habitude, et tu le travailles pas en te mettant dans une situation très inconfortable dès le début. Tu travailles petit à petit des choses qui le sont pas totalement pour habituer à ton corps à s'habituer à plus au fur et à mesure. Mais il y a ce truc-là de genre, les mecs qui improvisent, ça sort pas de nulle part. C'est des années de répétition. Et c'est pour ça que les mecs qui improvisent très très bien, t'as l'impression que c'est sorti de nulle part. C'est justement parce qu'ils l'exécutent d'une telle manière que ça paraît parfait. Mais c'est parce que justement l'improvisation, c'est peut-être un peu réducteur comme terme en réalité. C'est connoté, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais effectivement. Alors, on l'a pas détaillé aujourd'hui, mais il y a des qualités qui sont de l'inné, il y a de l'acquis, parce qu'on parle beaucoup de bosser et connaître le jeu, c'est un élément important. Après, il y a aussi des qualités un peu intrinsèques, donc capital génétique de base, du genre, comme tu parlais de proprioception, tu parlais de se repérer dans l'espace et dans le temps, d'ailleurs, un peu les deux à la fois. La vision, c'est pas quelque chose que tu peux bosser, ou voilà, le toucher de balle, d'ailleurs, on n'a pas parlé encore, mais le toucher de balle, précision, pour moi, c'est aussi important. Il y a des éléments que tu peux bosser, que tu peux beaucoup bosser. Il y a aussi des caractéristiques qui sont un peu intrinsèques à toi et à ton capital génétique, si je puis dire. Donc il y a un peu les deux, et évidemment, s'il y a les deux, les tout meilleurs, c'est ceux qui ont les deux. Donc les meilleurs, c'est ceux qui bossent le plus, qui connaissent parfaitement le jeu, et qui en plus ont certains avantages un peu innés, quoi, parce que la vision de Jokic, ou l'adaptabilité de Jokic, ou de Doncic, ou de LeBron, certes, ils ont bossé beaucoup, ils connaissent parfaitement ce qui se passe sur le terrain, mais ils ont aussi ce truc en plus que tu ne peux pas apprendre, en fait, en un sens. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.